On va de suite commencer avec Arnaud Caxia, qui est ton compagnon de route, puisque l'imagerie pour nous est quelque chose de très important. On a dans la salle, et je ne vais pas rendre hommage à tout le monde, mais on est très content d'accueillir Sophie Rosier, là, qui est tout à l'arrière, habillée en orange ou en rose-orange, je ne sais pas si c'est la couleur, et qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière, qui donc dirige, coordonne l'éthique à l'assistance publique aux yeux de Paris, et qui avait fait un doctorat chez nous sur le devenir des personnes AVC. Comment, d'une certaine manière, la prédictivité pouvait être à prendre en compte et selon quels critères. Et je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, ça nous avait frappé par rapport à l'imagerie, puisqu'il y a la neuroimagerie, qu'il y a eu une publication récente de l'équipe de Louis Plubasset sur, en réanimation, comment on pourra voir si une personne va ou non se réveiller et justifie ou pas, vous voyez dans le contexte de l'affaire de M. Vincent Lambert, dont on est en train de parler dans quelques jours, à quel point les neurosciences, la neuroimagerie, peuvent être de l'ordre d'une responsabilité dans la décision, par exemple, de limiter ou d'arrêter un traitement. C'est pour dire les enjeux auxquels on est confronté. Je donne de suite la parole à Arnaud Caxia, en annonçant également que dans quelques semaines, on publiera dans le cadre des États généraux un gros document qu'on a réalisé avec l'équipe d'Arnaud et d'autres personnes sur l'imagerie d'un point de vue éthique. Comme Emmanuel vous l'a dit, je suis professeur de neurosciences, donc je vais parler en tant que praticien des neurosciences, et puis je laisserai mes collègues tout à l'heure discuter, puis je m'associerai à eux pour discuter sur les aspects éthiques des neurosciences. Ce que je vais essayer de faire là pendant les 10 prochaines minutes, c'est essayer de cartographier, d'identifier quelques aspects qui, en tant que praticien des neurosciences, me paraît soulever des questions éthiques importantes. Alors, tout d'abord, pour commencer, quand on parle de neurosciences, de quoi on parle ? Le terme neurosciences est un terme très vague, très vaste, qui est notamment à l'interface avec de nombreuses disciplines en fonction du domaine, du point de vue, du niveau du vivant auquel on se place. On peut commencer avec la neurogénétique, qui va être l'étude du cerveau d'un point de vue génétique, moléculaire. On va voir la neurobiologie, qui sont les neurosciences, l'étude du cerveau au niveau des cellules. On va avoir une interface entre les neurosciences et la psychologie, notamment avec les neurosciences cognitives. Si on s'intéresse à la neuroimagerie, on sera au niveau de l'interface avec les mathématiques, la radiologie. Et comme cela a été dit auparavant, les neurosciences s'intéressent à des domaines de plus en plus larges, jusqu'au droit avec le neurodroit ou l'éducation avec la neuroéducation. Donc on voit que l'objet des neurosciences est un objet qui est un petit peu protéiforme, qui n'est pas si simple à saisir. Alors c'est peut-être une des raisons pour laquelle il suscite un grand engouement, parce que les neurosciences peuvent apporter un éclairage sur de nombreux domaines, mais ça est également peut-être à l'origine de craintes qui sont soulevées par les neurosciences. Alors, un exemple qui a eu lieu, qui, à mon avis, illustre assez bien cet intérêt et cette crainte, c'est le domaine de la neuroéducation. On a le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a souhaité rapprocher les neurosciences avec l'éducation pour informer en quelque sens les pratiques pédagogiques, et il a pour cela nommé un conseil scientifique de l'éducation qui est dirigé par un très grand neuroscientifique français qui est Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France. La formation de ce conseil scientifique a suscité un grand débat, et notamment une crainte de réductionnisme autour de la pédagogie, et une manière de rassurer les personnes qui étaient inquiètes était de dire qu'au final, ce n'était pas des neurosciences dont allait parler ce conseil scientifique, mais plus des sciences cognitives. On voit que les nuances sont assez subtiles, et à mon avis, une des particularités, ce qui fait une des difficultés des neurosciences, a été mentionné auparavant, c'est le fait que le cerveau est un objet très complexe, un organe extrêmement complexe, et on peut le décrire, l'approcher à différents niveaux. Donc on a par exemple les sciences cognitives qui renvoient plus à une description qui va être très intégrée, très proche de la psychologie, de la cognition, et des niveaux qui sont beaucoup plus fondamentaux. Et cette approche multiniveau, elle soulève des difficultés scientifiques quand on veut étudier le cerveau. Une des difficultés également, c'est la possibilité de pouvoir intégrer ces différents niveaux.
Et c'est peut-être là, à mon avis, l'une des grandes difficultés des neurosciences actuellement, qui est de pouvoir faire des neurosciences un tout cohérent. C'est-à-dire pouvoir intégrer à la fois les aspects génétiques, les aspects cellulaires, les aspects cérébraux et les aspects beaucoup plus intégrés au niveau psychologique. Alors, le fait que le cerveau ne peut se décrire qu'à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'une approche simplement réductionniste où on va s'intéresser au niveau le plus fondamental n'est pas possible, est à mon avis la source de nombreux malentendus. Cela peut s'expliciter par exemple dans le cadre de troubles psychiatriques où certaines personnes vont, si on prend le cas par exemple de la dépression, vont dire la dépression c'est une maladie, la sérotonine, une maladie d'un neurotransmetteur. D'autres personnes vont dire ah non, la dépression c'est une maladie associée à un gène particulier ou un ensemble de gènes. D'autres personnes vont dire mais non, c'est pas possible, la dépression c'est une maladie associée au stress, donc à tout un système intégré au niveau hormonal, au niveau corporel. Et puis d'autres personnes vont dire non, la dépression c'est associé à des interactions avec l'environnement, avec les proches qui sont compliquées. Alors ce que l'on voit c'est qu'on a différents niveaux d'abord, différents niveaux de description et aucun de ces niveaux n'est à lui seul pertinent. Toute la difficulté c'est d'être capable d'articuler ces différents niveaux. Donc ce débat sur la difficulté d'intégrer différents niveaux rappelle un petit peu un débat dans un tout autre domaine qui était au siècle dernier en physique. C'est un clin d'œil à Stephen Hawking qui est décédé aujourd'hui, qui était un débat qu'il y avait en physique autour de la lumière. Certains étaient les tenants de la description de la lumière comme une onde, d'autres des tenants de la lumière comme une particule, et il y avait un débat très féroce dans le domaine de la physique pour savoir qui avait raison. J'ai l'impression que le débat qu'on a actuellement sur les différents niveaux pour décrire le cerveau rappelle un petit peu cette dualité onde-particule. Et il a fallu attendre les travaux d'Einstein pour se rendre compte qu'en fait, ces deux aspects apparemment antagonistes étaient en fait les reflets de la même réalité. Pour pouvoir étudier le cerveau à ces différents niveaux, on a besoin d'avoir une approche multidisciplinaire, la génétique, la biologie, la psychologie, les mathématiques, la radiologie, la médecine, ce qui soulève des questions face à ce qu'on pourrait appeler une sorte de tour de Babel de la connaissance, et ce qui pose des questions au quotidien pour les chercheurs qui essayent de communiquer entre eux, qui n'ont pas forcément la même formation, la même vision de ce qu'est le cerveau. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'imagerie. Pourquoi pas l'imagerie ? Parce que l'imagerie, c'est l'outil qui a révolutionné la compréhension du cerveau. Il y a de nombreux outils, on verra tout à l'heure par exemple l'informatique avec le big data qui a révolutionné le cerveau, mais l'imagerie a permis de voir pour la première fois dans le cerveau vivant le cerveau en action. Alors c'était une véritable révolution parce que pour la première fois, on pouvait donc voir ce cerveau fonctionner. C'est-à-dire après le télescope qui a permis de regarder le fonctionnement de l'univers, on a pu retourner en quelque sorte ces tout petits optiques pour pouvoir étudier non pas l'environnement dans lequel on était, mais soi-même, ce qui a suscité et ce qui suscite encore de grands questionnements. Alors, le fait que le crâne devient transparent, que le cerveau devienne transparent, a permis de dépasser une limite qui était la limite du crâne, la limite naturelle du crâne qui protège le cerveau et qui a remis en cause une dichotomie assez classique entre le cerveau et l'esprit. Donc là, cette première partie avait pour objectif d'essayer de saisir ce que c'était que les neurosciences, quelles étaient les grandes questions. On va voir maintenant comment les neurosciences permettent à la fois de comprendre et de prédire, en particulier dans le cas de la pathologie, voir si on arrive à comprendre, on peut espérer pouvoir améliorer le cerveau, guérir en quelque sorte le traitement, et on verra à la fin que être capable de comprendre, de guérir, de remplacer, mais au final, on peut se demander à quel point il ne serait pas nécessaire de remplacer le cerveau avec un cerveau artificiel, et c'est tout le domaine des big data. L'imagerie cérébrale, j'ai parlé tout à l'heure de cerveau transparent, de boule de cristal. Il est souvent perçu, on lui prête des vertus de médium, c'est-à-dire qu'on pense que dans l'imagerie, on pourra voir des choses qu'on ne voit pas normalement. Et c'est une des grandes utilisations de l'imagerie comme outil pronostic. Les radiologues, les neurologues, les psychiatres utilisent de plus en plus l'imagerie pour pouvoir identifier des stades précoces du développement d'une maladie.
avec l'idée que les modifications cérébrales sont visibles avant les modifications comportementales et symptomatiques. Par exemple, les pertes de mémoire dans les démences apparaissent bien après les modifications de l'anatomie cérébrale. Alors, ce point-là soulève des questions très importantes au niveau de l'identité du patient, à savoir est-ce que l'on peut distinguer le patient de son cerveau, et deuxièmement, une des grandes questions qui se pose avec cette imagerie pronostique, c'est le fait que l'imagerie ne donne aucune certitude sur l'avenir, c'est-à-dire que l'imagerie va donner des probabilités d'évolution, par exemple d'une maladie. Pour une personne âgée, on pourra avoir une probabilité, par exemple, de 50, 70 ou 80% que la personne développe, par exemple, une démence de type Alzheimer sur la base de ce qu'on observe en imagerie, mais dans aucun cas, on aura un modèle déterministe qui va dire dans 5 ans, cette personne va développer une démence, ou dans 3 ans, cet adolescent qui a une adolescence un peu bruyante va développer une psychose. Dans tous les cas, l'imagerie va donner une probabilité, un risque de développer une maladie, ce qui peut pour le patient être une information utile, mais également très déstabilisante. Dans le cas, par exemple, du diagnostic prénatal, si sur la base d'une imagerie prénatale, on dit à des parents « votre enfant a 18% de chances de développer une maladie incurable », comment on se saisit de cette probabilité? On sait en psychologie que c'est très difficile d'intégrer des informations sous forme de probabilité, même si le cerveau est bayésien, on sait qu'il fonctionne à base de probabilité, mais au niveau conscient, quand on doit traiter ces informations, c'est très compliqué. L'autre élément important autour de cette relation entre identité, maladie et imagerie, c'est un double mouvement. À savoir que l'imagerie permet aussi au patient de prendre conscience, d'objectiver sa maladie. Par exemple, dans la schizophrénie, de nombreux travaux en imagerie ont montré qu'il y avait des altérations aussi bien du fonctionnement que de l'anatomie du cerveau chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Et ce dont on se rend compte, c'est que le fait de pouvoir mettre à distance, objectiver à partir d'une image ce trouble, ça permet aux patients justement de s'approprier cette maladie. C'est-à-dire, en mettant à distance la maladie, ça permet aux patients de l'accepter et en tout cas de se l'approprier. On a réalisé il y a quelques mois, quelques semaines, avec l'espace éthique, une table ronde autour de l'imagerie dans les maladies démentielles, et un neurologue qui était là disait qu'il utilise très souvent l'imagerie comme support pour montrer aux patients et aux aidants, aux familles, la réalité de la maladie, et que ça aidait beaucoup aux patients et à la famille de s'approprier et d'intégrer le fait que la personne souffrait d'une maladie. Donc, les neurosciences, l'imagerie en particulier, permet de comprendre le cerveau. L'objectif affiché des recherches en neurosciences, c'est à partir de la compréhension des mécanismes, c'est de pouvoir améliorer le cerveau, améliorer, guérir et traiter avec différentes approches. Une des approches qui s'ancre beaucoup dans la recherche neuroscientifique, c'est ce qu'on appelle la neuromodulation, c'est-à-dire la capacité de moduler le fonctionnement du cerveau. Et cette neuromodulation peut se faire à différents niveaux du vivant, soit au niveau moléculaire, par exemple avec de la thérapie génique. Ça se fait pour certaines maladies rares neurologiques qui touchent par exemple le développement du cerveau et la manière dont les différentes cellules fonctionnent. Ça peut se faire au niveau chimique avec les traitements pharmacologiques, ça peut se faire au niveau cognitif avec différentes formes de psychothérapie, ça peut se faire aussi au niveau cérébral avec des stimulations électriques ou magnétiques focalisées. C'est le cas de la TMS ou la TBS qui vont être abordées un petit peu plus tard. Je voulais vous donner ces exemples parce qu'on voit que, en fonction du point de vue, en fonction du niveau d'approche, on va avoir des prises en charge qui vont être très différentes, mais ces prises en charge ne sont pas en compétition, elles sont complémentaires. Quand on parle de neuromodulation, quand on parle de traitement, la limite est assez légère, assez fine avec l'homme amélioré, c'est-à-dire la possibilité d'améliorer le cerveau normal. C'est tout
un questionnement qui est actuellement dans le domaine des neurosciences, qui est être capable de dépasser les limites humaines. Alors, ça soulève des questions autour de la démesure humaine, de l'hubris. Est-ce que l'homme pourrait être plus que ce qu'il n'est? Ça soulève aussi des questions autour des limites qui sont floues entre le normal et le pathologique. Si on veut améliorer un sujet sain, est-ce qu'on est dans la normalité, dans la supernormalité, dans l'anormalité, puisqu'on n'est plus chez le sujet sain? La limite entre normalité et pathologie, dans ce cas-là, devient un petit peu floue. Et puis, ces questions de neuroamélioration soulèvent des questions autour d'une norme qui serait imposée, autour de pressions qui pourraient être implicites ou explicites. En effet, est-ce qu'on pourrait ne pas souhaiter le meilleur pour nos enfants si on sait qu'en donnant certaines molécules ou en faisant certains types de neuromodulation, on pourrait améliorer leur capacité cognitive? Est-ce qu'il est possible de résister à cette neuromodulation? Le dernier point que je voulais aborder, c'est les questions de l'interface homme-machine avec le neurofeedback, c'est-à-dire la possibilité en temps réel de voir son cerveau fonctionner et à partir de là, d'essayer de le modifier. Alors c'est une technique qui est utilisée dans les troubles psychiatriques, par exemple dans les troubles émotionnels, dans les PTSD. On apprend aux patients à réguler l'activité, par exemple, de l'amygdale, qui est une région émotionnelle, pour limiter certains symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut modifier, en l'apprenant, le fonctionnement de son cerveau. Ce qui, à mon avis, est un argument intéressant dans le débat actuel sur l'angoisse autour de la possibilité de pouvoir lire dans les pensées. Si on arrive à modifier le fonctionnement de son cerveau, ça veut dire que, certes, les méthodes d'imagerie permettent de décrypter, commencent à décrypter le fonctionnement du cerveau. On peut dire si une personne est en train de penser à un bâtiment ou un animal, mais on sait aussi que on peut s'opposer par soi-même à la lecture du contenu de ses pensées en modifiant en soi-même, par soi-même, l'activité cérébrale. Alors pour un dernier point sur la lecture de pensée par les méthodes d'imagerie, c'est la question de savoir est-ce que ça marche? Il commence à y avoir quelques exemples qui semblent montrer qu'on peut lire quelques pensées assez grossières. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, est-ce que la personne pense à un bâtiment ou est-ce qu'il pense à une personne ou est-ce qu'il est en train de lire du texte? La question qui se pose, c'est est-ce que les limites qu'on observe actuellement, on n'arrive pas à dire est-ce que la personne pense à telle ou telle personne? Vraiment, le contenu précis de la pensée, on n'arrive pas encore à avoir accès. Et la question qui se pose, est-ce que c'est une limite technique de la méthode? Ou est-ce que c'est une limite plus ontologique, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas réductible à son cerveau et donc même si on arrive à décrypter le fonctionnement du cerveau, on ne pourra pas complètement connaître ce que pense la personne. D'une autre manière, est-ce que le fait que Google arrive à battre le jeu de Go, est-ce que c'est le début de l'histoire ou la fin de l'histoire? C'est-à-dire que là, on a un très bel exemple de méthode d'image, enfin, d'informatique, de big data pour faire de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le début ou est-ce que c'est la limite ultime et qu'on ne pourra pas faire mieux, notamment dans des particularités de la pensée humaine qui sont beaucoup plus vastes que juste des jeux de stratégie. Alors pour terminer, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Je voulais aborder la question des big data. Les big data, c'est tout un ensemble de méthodes informatiques, mathématiques, qui permettent d'analyser des grandes bases de données, des données de grande dimension. Alors c'est quoi ces données de grande dimension? Eh bien, c'est des données, par exemple, génétiques. On a 200 000 alphabets dans le génome. On a plus de 2 millions de pixels dans les images cérébrales. C'est des pixels en 3D, ça s'appelle des voxels. Et pour un cerveau humain standard, c'est très compliqué de comprendre, d'analyser ces données. Donc on a besoin de la force de l'informatique pour essayer de trouver des régularités dans ces données de grande dimension. Alors, on entend beaucoup parler actuellement de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais dans le domaine des applications en neurosciences, ces quelques dernières années, on n'a pas vu passer énormément d'articles qui utilisent vraiment cette capacité d'intelligence artificielle. Est-ce parce que c'est le début de l'histoire et qu'on n'a pas encore les compétences techniques, ou est-ce que, plus fondamentalement, c'est très difficile de faire du neuf avec l'ancien, c'est-à-dire que le fait d'avoir des grosses bases de données, de mutualiser les grosses bases de données, vont permettre d'identifier des informations peut-être redondantes, mais au final, on ne trouvera que ce que l'on cherche. C'est-à-dire que si on n'a pas d'hypothèse a priori sur ce que l'on cherche, on va avoir des difficultés de découvrir de la nouveauté.
Par exemple, si on regarde tous les gènes, si on regarde le fonctionnement du cerveau, mais qu'on ne regarde pas la microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, jamais on pourra savoir que le microbiote joue un rôle dans les troubles psychiatriques ou neurologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un fantasme avec le big data qui est de se dire, en prenant des grosses masses de données qui viennent de tous les hôpitaux, de tous les laboratoires de recherche, on pourra trouver des choses qu'on n'a pas trouvées auparavant. C'est-à-dire que sans avoir besoin d'avoir une hypothèse a priori, on pourra trouver des nouveaux résultats. En fait, il y a une théorie dans tous ces travaux de big data, c'est le fait que, premièrement, il y a une théorie qui est le fait qu'on n'a pas de théorie. Et une deuxième théorie qui est peut-être moins précise que les théories qu'on avait auparavant, qui sont des sortes de métathéories qui sont peut-être un peu plus génériques, et de dire le trouble psychiatrique, les troubles neurologiques ont une origine génétique, ont une origine cérébrale, ont une origine, par exemple, dans la microbiote. Mais ça, ce sont des hypothèses. Ce n'est pas complètement agnostique. Même s'il y a des grandes masses de données, même s'il y a des outils informatiques très performants, on a toujours besoin d'avoir des modèles et des théories sur le fonctionnement de l'humain. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Merci. Merci Arnaud de cette introduction. On pensait que c'était intéressant de situer les enjeux scientifiques, l'état de la question, l'état des lieux, avant d'aborder la problématique philosophique et ensuite une grande ouverture sur l'anthropologie.